Bonjour tout le monde. Notre cours aujourd'hui, c'est portant sur la physiologie cardiovasculaire. On va essayer de faire normalement tout le chapitre. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bon, très bien. On va commencer donc. D'accord? Dans la physiologie cardiovasculaire, on va voir ensemble aujourd'hui. On va voir ensemble aujourd'hui l'anatomie fonctionnelle du cœur. Puis, on va voir euh, les phénomènes électriques du cœur, les phénomènes mécaniques qui correspondent bien sûr au cycle cardiaque. Et finalement, on va terminer avec le débit cardiaque. D'accord? On va terminer avec le débit cardiaque. On commence par l'anatomie fonctionnelle du cœur. Pour généralité, donc l'appareil cardiovasculaire au système circulatoire et l'ensemble des structures anatomiques destinées à véhiculer le sang. Pardon, donc de l'appareil cardiovasculaire ou le système circulatoire, donc, et l'ensemble des structures anatomiques destinées à véhiculer le sang et la lymphe. Le système circulatoire, il comprend bien sûr une pompe qui est le cœur et des conduits qui sont les vaisseaux. On sait bien les vaisseaux, ce sont les artères, les artérioles, les veines, les vénules et les capillaires sanguins ainsi que les vaisseaux lymphatiques. Donc la circulation, comme le rôle de la circulation sanguine, c'est quoi? La circulation sanguine, elle apporte à chaque cellule ce dont elle a besoin en éléments nutritifs et en oxygène pour former et renouveler ses structures. Et elle emporte aussi les déchets de l'activité cellulaire, bien sûr, tels que le CO2. D'accord? On commence par le cœur. Définition, c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est un organe vital. C'est l'organe central de l'appareil cardiovasculaire. C'est un muscle qui est strié, creux et involontaire. Involontaire, c'est-à-dire c'est un organe automatique, involontaire. Il est situé dans le médiastin, dans l'authorax, occupant le médiastin antérieur. Voilà ici, c'est la situation du cœur. Pour la configuration interne du cœur, voilà ici, donc dans ce schéma-là, le cœur délimite normalement quatre cavités. Il y a, voilà, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, voilà, l'oreillette gauche, le ventricule gauche constituant le cœur gauche, et il y a l'oreillette droite et le ventricule droit, donc qui constitue le cœur droit. Voilà ici, donc le cœur délimite quatre cavités, l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le ventricule gauche et le ventricule droit. Ces quatre cavités sont séparées par des cloisons ou des septums. Il y a la cloison interauriculaire, normalement elle n'est pas visible, qui sépare les deux oreillettes. Et il y a le septum ou la cloison interventriculaire. Pardon, j'ajoute les. C'est bon? Alors, il y a la cloison interauriculaire, normalement elle n'est pas visible. Il sépare les deux oreillettes, droite et gauche. Et il y a le septum. Et il y a le septum ou la cloison interventriculaire. Il est très important dans l'épaisseur, il est très important, comme vous voyez ici. Donc, c'est la cloison voilà, ici, c'est la cloison interventriculaire ou le septum interventriculaire qui sépare les deux ventricules, droite et gauche.
Donc, ces cavités-là, où les oreillettes communiquent avec les ventricules par pardon. Donc, ces oreillettes communiquent avec les ventricules par des orifices atrioventriculaires. Des orifices atrioventriculaires droite et, pardon, droite et gauche. D'accord? Chaque orifice, elle est munie d'une valve. C'est ce qu'on appelle les valves auriculo-ventriculaires ou les valves atrioventriculaires. C'est la même chose. Donc, ces valves, à droite, c'est, ou à gauche, c'est la valve mitrale. Et à droite, c'est la valve tricuspide. Donc, la valve mitrale, ou également appelée la valve bicuspide, elle fait communiquer l'oreillette gauche, ventricule gauche. Alors, la valve tricuspide, c'est la valve droite qui fait communiquer l'oreillette droite avec le ventricule droit. Il y a aussi, en plus des valves auriculo-ventriculaires, il y a les valves vasculaires. C'est ce qu'on appelle les valves du gros tronc artériel qui sont la valve aortique et la valve pulmonaire. Voilà ici, c'est la valve aortique et la valve ou valvule pulmonaire. C'est la valve sigmoïde normalement aussi, également appelée la valve sigmoïde. Il y a la valve aortique et la valve pulmonaire. Voilà ici. Donc, pour les valves, ce sont des structures qui sont de nature élastique, non musculaire, sans innervation ni irrigation sanguine, qui séparent les différentes cavités cardiaques. Elles ont une fonction similaire à celle d'un clapet. Donc, on dirait sammam, ça, clapet. Les caractéristiques, voilà ici un autre schéma qui montre les différentes valves, les valves auriculo-ventriculaires qui sont la valve mitrale ou valve bicuspide. Bicuspide, pourquoi? Puisqu'elle possède deux valvules. Voilà ici, deux valvules. Donc, pour la valve droite ou la valve tricuspide, qui fait communiquer donc l'oreillette droite du ventricule droit, elle est tricuspide puisqu'elle possède trois valvules. Il y a aussi la valve du gros tronc artériel, la valve aortique et la valve pulmonaire. Les caractéristiques de ces valvules. Pour les caractéristiques de ces valves, première caractéristique, donc, elles sont caractérisées par une circulation unidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elles permettent le passage de sang dans un seul sens. Deuxième caractéristique, donc, elles sont caractérisées par une étanchéité complète à la fermeture. Lorsqu'elles sont fermées, donc, ne laissent plus passer du sang. C'est ça, la caractéristique. Donc, lorsqu'elles sont fermées, ne laissent plus passer du sang. Et troisième caractéristique, c'est l'effacement total à l'éjection. Donc, c'est-à-dire, elles sont caractérisées par une ouverture totale de la valve lors de l'éjection de sang. Donc, une fois elles sont ouvertes, elles sont caractérisées par une ouverture complète à l'éjection du sang. Voilà, donc ces valves, l'ouverture et la fermeture des valves sont liées à la différence de pression. Donc, lorsque la pression d'aval elle est inférieure à la pression d'amont, il va y avoir, donc la valve, elle est ouverte. Elle est ouverte. Par exemple, ici, lorsque la pression, pardon, alors, pardon, lorsque la pression ici, lorsque la pression d'aval elle est inférieure à la pression d'amont, la valve est ouverte.
Elle est ouverte, par exemple, ici. On a dit dans le cœur gauche, par exemple. Dans le cœur gauche, on a dit que l'oreillette gauche communique avec le ventricule droit par la valve, avec le ventricule gauche par la valve mitrale. Donc, lorsque la pression de l'oreillette gauche elle est supérieure à la pression du ventricule gauche, dans ce cas-là, il va y avoir ouverture de la valve mitrale. C'est ça, pour permettre passage du sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Et le contraire, lorsque la pression d'amont elle est inférieure à la pression d'aval, dans ce cas-là, la valve, elle est fermée. Donc, c'est le contraire. Donc, lorsque la pression ventricule gauche elle est supérieure à la pression au niveau de l'oreillette gauche, il va y avoir une fermeture de la mitrale. C'est ça. Pour la configuration externe du cœur, le cœur possède normalement trois faces. Une base, voilà ici la base, et la pointe ou sommet. Voilà ici, c'est le sommet. Ça, c'est la base du cœur. Et ici, c'est le sommet ou la pointe du cœur. Les cavités sont séparées, les cavités cardiaques sont séparées par des sillons profondes. Voilà ici des sillons profondes qui contiennent les branches principales des vaisseaux coronaires. Voilà ici. Il y a le sillon les sillons auriculo-ventriculaires, voilà, auriculo-ventriculaire, qui sépare le massif auriculaire en arrière du ventricule en avant. Et il y a le sillon interauriculaire interventriculaire qui sépare le cœur droit du cœur gauche. La structure des parois, pour la paroi cardiaque, elles sont formées de l'intérieur vers l'extérieur par l'endocarde. Et il y a le muscle cardiaque proprement dit qui est le myocarde et il y a le péricarde. Voilà, ici à l'extérieur. Ici, c'est le péricarde avec, si depuis bien sûr, c'est le péricarde viscéral et pariétal. Il y a une particularité ici concernant la paroi du ventricule. La paroi du ventricule, il est plus épaisse que celle des oreillettes. Car le myocarde est plus important, notamment au niveau du ventricule gauche. Voilà ici, c'est une coupe qui montre donc l'épaisseur de la paroi au niveau du ventricule gauche. On va voir pourquoi l'épaisseur du ventricule gauche qui est plus important au niveau du cœur. Pour la fonction cardiaque, c'est bien sûr le cœur, la fonction c'est une pompe. Donc il permet le pompage du sang à travers le réseau vasculaire irriguant les tissus de l'organisme. Donc l'activité cardiaque, elle est rythmique. Voilà, le cœur est le siège où l'activité cardiaque, elle contient des phénomènes électriques qui sont la dépolarisation et la repolarisation et les phénomènes mécaniques qui sont la contraction et la relaxation ou le relâchement cardiaque. Donc, la dépolarisation, elle nous donne la contraction, la repolarisation, elle nous donne la relaxation. Donc, ces phénomènes sont, on dirait, donc, toujours, les phénomènes électriques précèdent les phénomènes mécaniques, généralement de 0,02 à 0,04 secondes. Et toujours, la dépolarisation, elle nous donne la contraction, la repolarisation nous donne la relaxation ou le relâchement cardiaque. Voilà ici pour les phénomènes électriques du cœur. Le cœur, il est formé de deux types de cellules. Il y a les cellules du tissu nodal ou les cardiolectrices et il y a les cellules musculaires striées ou les cardiomyocytes. Pour les cellules cardiolectrices, ce sont des cellules automatiques qui ou possèdent un potentiel de repos. Le PR, c'est un potentiel de repos dit instable puisque ce sont des cellules automatiques.
Pour les cellules musculaires striées ou les cardiomyocytes, elles ont un potentiel de repos qui est dit stable. Potentiel de repos stable. Potentiel de repos stable. Pour les cellules cardiolectrices, on les retrouve dans le tissu nodal, qui est le nœud sinusal et le nœud auriculoventriculaire. Et il y a aussi les cellules cardiolectrices, on les retrouve au niveau des fibres de conduction, c'est le faisceau de Hus et le réseau de Purkinje. Pour les cellules musculaires striées ou les cardiomyocytes, qui sont caractérisés par un potentiel de repos qui est stable, on les retrouve au niveau des oreillettes et du ventricule. Donc, les fibres musculaires auriculaires et les fibres musculaires ventriculaires. Pour le système de conduction comprend le nœud sinusal, le nœud auriculoventriculaire, le faisceau de His avec ses branches droite et gauche, et il y a le réseau de Purkinje. Les différentes parties du système de conduction, elles sont capables de décharger spontanément. Donc, on a dit qu'elles ont un potentiel de repos qui est instable. Donc, elles sont capables de déclencher un potentiel d'action propagé spontanément, sans stimulation. Donc, le nœud sinusal décharge le plus rapidement. Donc, pour les cellules ou le système de conduction, on a dit que ce sont des cellules cardiolectrices, ce sont des cellules pacemakers, ce sont des cellules automatiques capables d'engendrer du potentiel d'action spontanément. Mais c'est le nœud sinusal qui décharge le plus rapidement et qui est le centre rythmogène cardiaque normal, qui détermine le rythme du battement cardiaque. Par exemple, pour la fréquence cardiaque, on dit c'est la fréquence cardiaque, elle est comprise entre 60 à 70 à 100 battements par minute. Elle est déterminée par le nœud sinusal. L'origine de cette fréquence, c'est le nœud sinusal. C'est le centre rythmogène cardiaque. C'est ce nœud qui nous donne la fréquence cardiaque. C'est ça, la fréquence cardiaque. Pour ici au niveau du cœur, donc le potentiel d'action au niveau du cœur, il diffère donc dans les différentes parties du cœur. Voilà ici, c'est le potentiel d'action au niveau du nœud sinusal. Ici, au niveau du myocarde auriculaire, au niveau du nœud atrioventriculaire, le faisceau de His, branche de Tawara, le réseau de Purkinje et le myocarde. Donc, l'ensemble de ces potentiels d'action nous donne ce qu'on appelle l'électrocardiogramme, qui est le CGP, le complexe, donc le PQRS-T. Il existe 3 propriétés électrophysiologiques des fibres cardiaques. Premièrement, c'est l'automatisme. Deuxièmement, la conduction de l'électricité, de l'excitabilité. Et troisièmement, c'est l'excitabilité. On commence par l'automatisme. On a dit que les cellules du tissu nodal ou les cellules cardiolectrices, ce sont des cellules pacemakers, ou également appelées, ce sont des cellules automatiques capables d'engendrer spontanément un potentiel d'action propagé. À l'état physiologique, la commande est assurée par le nœud sinusal qui détermine donc le battement cardiaque ou la fréquence cardiaque qui, dans la moyenne, elle est de 70 battements par minute. Voilà ici, donc ça c'est le rythme du nœud sinusal, à peu près c'est 70 battements par minute, c'est la moyenne, hein? 70 battements par minute, voilà ici. Ici, c'est le nœud auriculoventriculaire. Le rythme de nœud auriculoventriculaire, il est de 40 battements par minute. Et ici, c'est le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Le H, c'est pour le faisceau de His.
Le P, c'est le Purkinje avec un rythme de 25 battements par minute. Mais la commande au niveau de l'organisme, elle est assurée par le nœud sinusal. Pourquoi? Alors, pourquoi il est assuré par le nœud sinusal et pas par le nœud auriculo-ventriculaire et le faisceau de His et le réseau de Purkinje? Simplement, c'est pour satisfaire les besoins en oxygène de l'organisme. Donc, 40 battements ou 25 battements par minute, si peu pour assurer donc l'apport suffisant de l'oxygène à l'organisme. C'est ça. Pour l'excitabilité au niveau du cœur, c'est la propriété quand les cellules au repos de répondre à un stimulus dit que la valeur seuil est atteinte par un potentiel d'action. Au niveau cardiaque, caractéristique au niveau cardiaque, contrairement aux muscles striés, donc la fibre myocardique se contracte de manière maximale, quelle que soit l'intensité de la stimulation. C'est la loi de tout ou rien, c'est-à-dire dès que le potentiel seuil est atteint, la contraction cardiaque, elle est maximale. C'est ça, c'est la loi de tout ou rien. Donc, contrairement aux muscles striés squelettiques, où il y a le phénomène de sommation et le phénomène de tétanos. Donc, ce qui empêche ce qu'on appelle le tétanos. La conduction. Pour la conduction ici, donc on a dit l'origine de l'excitation ou la dépolarisation, elle prend du sens au niveau du nœud sinusal. C'est le centre rythmogène. Donc, le nœud sinusal, il va y avoir le potentiel d'action spontané. D'accord? Donc, puis, l'onde de dépolarisation, elle va envahir l'ensemble des oreillettes, puis elle parvient au nœud auriculo-ventriculaire, puis l'onde de dépolarisation, elle va envahir le faisceau de His avec ses branches droite et gauche, puis finalement, Puis, finalement, donc, les réseaux de Purkinje et de réseaux de Purkinje, bien sûr, vers les ventricules. Donc, la dépolarisation, elle va se faire de l'endocarde vers l'épicarde. Voilà ici le schéma qui montre, voilà ici le schéma qui montre la conduction. Donc, il prend naissance au niveau du nœud sinusal. Voilà ici le nœud sinusal. Puis, elle va envahir de proche en proche donc les deux oreillettes. Puis, elle arrive au nœud auriculo-ventriculaire. Au nœud auriculo-ventriculaire, elle va envahir ici, c'est le vaisseau de His avec ses branches droite et gauche. Et puis, ici, c'est le réseau de Purkinje. Et de réseau de Purkinje, donc, elle va vers les deux ventricules. C'est ça, donc, la conduction de l'activité électrique du cœur. Donc, elle prend naissance le potentiel d'action. Elle prend naissance au niveau de nœud sinusal. Elle va envahir les deux oreillettes, droite et gauche. Elle vient au nœud auriculo-ventriculaire, puis le faisceau de His avec ses branches droite et gauche, puis le réseau de Purkinje vers les deux ventricules droite et gauche. Deuxièmement, on a vu les phénomènes électriques du cœur. On a vu aussi les propriétés électriques du cœur qui sont l'automatisme et la conduction et l'excitabilité. Deuxièmement, on va voir le cycle cardiaque. Le cycle cardiaque, on va parler surtout des phénomènes mécaniques, puisque déjà on a vu les phénomènes électriques.
Pour le cycle cardiaque, par définition, le cœur est le siège des phénomènes électriques et des phénomènes mécaniques qui se répètent de façon périodique. C'est ce qu'on appelle le cycle cardiaque ou la révolution cardiaque. C'est ça la définition du cycle cardiaque. C'est l'ensemble des phénomènes électriques et des phénomènes mécaniques qui se répètent de façon périodique ou rythmique. C'est ça le cycle cardiaque ou la révolution cardiaque. Cette activité cardiaque cette activité cardiaque cyclique est l'analogue à celle de deux pompes. La pompe droite, c'est le cœur droit et le cœur gauche, fonctionnant côte à côte d'une manière semblable, mais sous des régimes différents de pression. Voilà ici les phénomènes mécaniques. Le cycle cardiaque comprend la systole et la diastole. C'est quoi la systole? C'est la contraction. C'est ça. La systole, c'est la contraction cardiaque. La diastole, c'est la relaxation ou relâchement cardiaque. C'est ça. Donc, le cycle cardiaque, il comprend deux phases surtout, la systole, qui est la contraction, et la diastole, qui est la relaxation. Voilà ici les phénomènes mécaniques. Les phénomènes mécaniques, on commence par, on a dit la conduction, elle commence au niveau auriculaire, donc à partir de nos sinusales. On peut prendre comme début donc, des phénomènes mécaniques des oreillettes. Donc, il va y avoir d'abord, puisque la dépolarisation, elle commence au niveau des oreillettes, donc la contraction, elle commence au niveau des oreillettes. Donc, la contraction des oreillettes, il va y avoir une contraction des oreillettes, puis une contraction des ventricules, et c'est une source donc d'une création de différences de pression entre les ventricules et les oreillettes, puis entre les ventricules et les gros troncs vasculaires. Les gros troncs vasculaires, ce sont l'aorte et bien sûr l'artère pulmonaire. Il va y avoir d'abord une ouverture, fermeture des valves auriculo-ventriculaires, puis des valves vasculaires. Donc, il va y avoir un passage du sang des oreillettes vers les ventricules, puis des ventricules vers les grands vasculaires. On va voir ça dans ce schéma avec les détails. Voilà les phénomènes mécaniques. On commence, pardon. Donc, on commence ici. On commence par la diastole. Il y a le systole et il y a la diastole. Pendant la diastole, c'est le relâchement, la relaxation cardiaque. C'est ça, ce schéma qui montre l'essentiel des phénomènes mécaniques du cycle cardiaque. Je vais expliquer donc le cycle cardiaque. Ça montre un cycle cardiaque. C'est la circulation sanguine dans le cœur lors d'une révolution, lors d'un cycle cardiaque. Je vais expliquer ça, c'est d'une manière générale. D'accord? Donc, pendant la diastole, ou le relâchement, ou la relaxation cardiaque, il va y avoir un remplissage du sang. C'est-à-dire, il va y avoir le retour veineux. Donc, il va y avoir le retour de sang au niveau cardiaque. Voilà ici, par les veines pulmonaires, au niveau gauche et au niveau, pardon, alors, il va y avoir pendant la diastole le remplissage de sang. Ce qu'on appelle le remplissage de sang, c'est-à-dire il va y avoir le retour du sang au niveau cardiaque. Au niveau des deux oreillettes, par la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, et au niveau droit, et au niveau du côté gauche, par les veines pulmonaires. Dans ce cas-là, par le remplissage de sang au niveau des deux oreillettes, il va y avoir une augmentation de la pression au niveau des deux oreillettes. D'accord? Dans ce cas-là, lorsque les pressions des deux oreillettes deviennent supérieures à celles des deux ventricules droite et gauche, dans ce cas-là,
il va y avoir une ouverture, il va y avoir ce qu'on appelle la systole auriculaire, c'est-à-dire une contraction des oreillettes. Dans ce cas-là, il va y avoir une ouverture des valves auriculo-ventriculaires, c'est-à-dire la valve mitrale et la valve bicuspide, et il va y avoir un passage de sang des deux oreillettes vers les deux ventricules. Lors du passage donc du sang des deux oreillettes vers les deux ventricules, il va y avoir une augmentation de la pression au niveau des deux ventricules. Donc, lorsque la pression elle dépasse celle du gros tronc artériel, ici, c'est la troisième étape, c'est la systole ventriculaire ou la contraction ventriculaire. Dans ce cas-là, il va y avoir l'ouverture des valves du gros tronc artériel, c'est-à-dire l'ouverture de la valve aortique et l'ouverture de la valve de l'artère pulmonaire. La valve pulmonaire ou la valve sigmoïde, et il va y avoir l'éjection du sang du ventricule gauche vers l'aorte et de l'aorte, bien sûr, vers la grande circulation. Et pour le ventricule droit, il va y avoir l'éjection du sang du ventricule droit vers l'artère pulmonaire et de l'artère pulmonaire vers la circulation pulmonaire ou la petite circulation. Ça, donc, c'est les différentes étapes ou phases lors d'un cycle cardiaque ou lors d'une révolution cardiaque. Donc, pendant le cycle cardiaque, il y a la systole et il y a la diastole. D'accord? Donc, pendant la diastole, le relâchement ou la relaxation cardiaque, il va y avoir un remplissage du sang. Remplissage du sang au niveau de deux oreillettes. Voilà ici. Donc, le remplissage de sang au niveau de deux oreillettes par, bien sûr, les veines. Oui. Alors, oui, une question. Ce processus concernant la petite ou la grande circulation. Je dis, le cycle cardiaque, c'est quoi? On a dit l'activité cardiaque est l'analogue à celle de deux pompes. Il y a donc la pompe gauche, c'est-à-dire le cœur gauche, et il y a le cœur droit. Donc le cœur gauche, il pompe le sang ou il éjecte le sang vers la grande circulation et en même temps, le cœur droit, il éjecte le sang donc dans la petite circulation ou la circulation pulmonaire. Donc, le cœur assure la circulation systémique et la petite circulation et la grande circulation en même temps. D'accord? Donc, on a dit déjà que l'activité cardiaque est l'analogue à celle de deux pompes qui fonctionnent côte à côte de manière semblable et en même temps, presque en même temps, et de la même manière, mais la différence ici, c'est juste la différence des pressions. D'accord? On va voir pourquoi. Donc, généralement, c'est pour la différence de pression, on va voir la réponse prochainement. D'accord? Alors, c'est bon? Oui, bien. C'est bon. Alors, c'est bon. Alors ici, donc on a dit pendant la diastole, il va y avoir un remplissage du sang. Donc il va y avoir un remplissage du sang au niveau des deux oreillettes. Donc il va y avoir ici une augmentation de la pression au niveau des deux oreillettes. Une fois la pression, elle est supérieure à la pression des deux ventricules et il va y avoir
ici, une contraction des oreillettes, ouverture des valves auriculo-ventriculaires, puis passage de sang des deux oreillettes vers les ventricules. Donc, ici, par le passage de sang des deux oreillettes vers les deux ventricules, et il va y avoir une augmentation de la pression au niveau des deux ventricules. Une fois la pression des deux ventricules, elle est supérieure à celle du gros tronc artériel. C'est quoi les gros troncs artériels? C'est l'aorte et l'artère pulmonaire. D'accord? Dans ce cas-là, il va y avoir la systole ventriculaire, c'est-à-dire la contraction des ventricules. La contraction des ventricules, elle entraîne quoi? L'éjection du sang du ventricule gauche vers l'aorte et de l'aorte vers la grande circulation et l'éjection du sang l'éjection du sang du ventricule droit vers l'artère pulmonaire et de l'artère pulmonaire vers la petite circulation. C'est en même temps. C'est ça la fonction des deux pompes en même temps. D'accord? Donc, pour l'étude détaillée de l'activité mécanique cardiaque, elle peut se faire indirectement, c'est-à-dire de façon indirecte, par le cathétérisme cardiaque qui donne des informations sur des variations des pressions et des volumes au niveau des cavités cardiaques et des gros troncs vasculaires. Il y a la phonocardiographie qui enregistre les phénomènes sonores ou les bruits cardiaques. Ici, le cathétérisme cardiaque, c'est un moyen d'exploration. C'est une sonde qui est introduite dans l'organisme à partir d'une veine périphérique. Elle entre au niveau des cavités cardiaques, c'est-à-dire cavité cardiaque, c'est les oreillettes et les ventricules. Elle va mesurer différentes pressions et de volumes des ventricules et des oreillettes, ainsi que des gros troncs vasculaires, c'est-à-dire elle peut mesurer ou elle nous donne des informations sur la pression de l'aorte et de l'artère pulmonaire, la pression et volume de l'aorte et l'artère pulmonaire. La phonocardiographie aussi, c'est quoi? C'est un moyen aussi d'exploration qui enregistre les bruits cardiaques de B1, B2. Bon, c'est de la phonocardiographie, elle le donne, donc c'est un moyen d'exploration qui enregistre les bruits cardiaque. L'analyse et la confrontation des résultats du cathétérisme cardiaque et la phonocardiographie ainsi que le CG, c'est l'électrocardiogramme, elle permet un partage du cycle cardiaque en 7 phases et améliore ainsi la compréhension de fonctionnement de la pompe cardiaque. Voilà ici le diagramme de Wiegels. C'est quoi le diagramme de Wiegels? Il englobe, c'est un schéma ou un diagramme qui englobe les résultats des différentes explorations qu'on a déjà vues, qui sont les résultats du cathétérisme cardiaque. Donc ici, les résultats du cathétérisme cardiaque, c'est le volume, c'est les variations de volume et des pressions au niveau des différentes cavités cardiaques ainsi que, le gros tronc artériel. Il y a ici en vert, c'est le CG, l'électrocardiogramme. Et ici en noir, c'est la phono, en gris, c'est les résultats de la phonocardiogramme, ce sont les bruits cardiaques. Ici, c'est le bruit cardiaque. Ici, c'est l'électrocardiogramme. Ici, c'est le résultat de pression et volume au niveau des cavités gauche. On parle du cœur gauche. Voilà, ici, c'est en rouge. Oui. Voilà. C'est une question concernant le B1, le bruit B1, B2, résultant de quoi? Très bien. Je vais répondre aux questions. Voilà ici. Donc, le B1 et le B2. Le B1 et le B2, c'est le résultat de la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. D'accord? Donc, lorsqu'il va y avoir l'ouverture des valves, elle est
silencieuse normalement. Donc, la fermeture, elle entraîne un bruit qui correspond au B1 et B2. Voilà ici, c'est le B1. Il correspond à la fermeture de la valve mitrale et le B2. Voilà ici, c'est correspond à la fermeture de la valve aortique. C'est ça la réponse concernant le B1, B2. B1 et B2, ce sont 10 bruits de la fermeture des valves. Le B1, normalement, correspond à la fermeture de la valve mitrale. B2 correspond à la fermeture de la valve aortique. Alors, on revient au diagramme de Wiegels. Donc, on a dit c'est le résultat des différentes explorations qu'on a vues déjà. Il y a ici en vert, c'est l'électrocardiogramme. Phonocardiogramme, ce sont les bruits cardiaques. Ici, c'est le résultat du cathétérisme cardiaque. Ici, c'est au niveau du cœur gauche. Hein. Le diagramme de Wiegels, ici, c'est cavités concernant les cavités, les cavités gauches ou concernant le corps gauche. Voilà, ici, c'est la variation de volume en mauve ici. C'est la variation de volume au niveau du ventricule gauche. Ici, ce sont variations de pression au niveau du... on commence ici par le ventricule gauche. En bleu, voilà, c'est la variation de pression au niveau du ventricule gauche. En bleu. En orange, ici, c'est la variation de pression au niveau de l'oreillette gauche. Et en rouge, ici, c'est la variation de pression au niveau de l'aorte. Voilà, aortic pressure. C'est variation de la pression au niveau de l'aorte. Ici, on est dans les cavités gauche. D'accord? Voilà, ici, où le cycle cardiaque, il commence normalement d'un battement à un battement suivant. Voilà, ici, le point de départ du cycle jusqu'au ici. C'est le cycle cardiaque, un cycle cardiaque. Pour l'analyse des différentes phases du cycle cardiaque, donc elle va du début d'un battement cardiaque à celui d'un autre. Point de départ, on peut prendre comme au début, on a pris comme début du cycle, on a parlé de la dépolarisation. La dépolarisation, elle commence au niveau des oreillettes, par le nœud sinusal. On a parlé de contraction des deux oreillettes, puis de contraction des ventricules. Mais on peut aussi prendre comme point de départ du cycle aussi la contraction du ventricule. D'accord? La contraction du ventricule ou la contraction des oreillettes. Donc, on va étudier les différentes phases d'abord du corps gauche. Voilà ici, pendant la systole, on a dit pendant le cycle cardiaque, il y a la systole, il y a la systole et il y a la diastole. Donc, pendant la systole ventriculaire ou la contraction, alors, on a dit le cycle comprend la systole et la diastole. On commence pendant la systole ventriculaire, ou également appelée la contraction ventriculaire, il y a trois phases. Donc, il y a la phase de contraction pré-isovolumétrique, la phase de contraction isovolumétrique et la phase d'éjection. Il y a une question, pardon. Je vais voir d'abord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le PQRST? Le PQRST, correspond. Je vais te répondre par la suite. D'accord? Je termine d'abord et j'explique. C'est quoi le PQRST? D'accord? Alors, ici, on a dit pour les phases, pardon, ici. Donc, pendant la systole ventriculaire, il y a trois phases. La phase de contraction pré-isovolumétrique, la phase de contraction isovolumétrique et la phase d'éjection.
je vais aller ou je vais parler de manière générale. Je ne rentre pas dans les détails. Pour, euh, pour l'assistance ventriculaire, ici, pendant, voilà les phases, c'est ça, les trois phases ou pendant la systole ventriculaire. Il y a la phase de contraction pré-isovolumétrique, isovolumétrique et l'éjection. Donc, pendant la systole ventriculaire, il va y avoir, ici en bleu, il va y avoir une augmentation de la pression de VG jusqu'à devenir supérieure à celle de l'aorte en rouge. Donc, dès que la pression de VG elle est supérieure à la pression de l'aorte, il va y avoir l'ouverture de la valve aortique. Dans ce cas-là, il va y avoir le phénomène d'éjection. Il va y avoir la pression de VG supérieure à la pression au niveau euh, de l'aorte. Donc, ici, dès l'ouverture de la valve aortique, il va y avoir l'éjection du sang. L'éjection du sang dans l'aorte. Voilà ici. Donc, il va y avoir une éjection de sang de l'aorte. Voilà ici. Dès que la pression de VG est inférieure à la pression de l'aorte, il va y avoir une fermeture de l'aortique. Ça, c'est pendant la systole ventriculaire. Pendant la diastole ou le relâchement ventriculaire, on a dit toujours pendant la diastole, c'est une phase de remplissage de sang. Donc, pendant la diastole ventriculaire ici, alors, ici, pendant la diastole, il y a deux phases. Il y a la relaxation isopolométrique et il y a le remplissage. Le remplissage de sang, il y a trois phases. Le remplissage lent, le remplissage rapide et finalement, et c'est très important ici, il y a le remplissage actif ou également appelé le remplissage terminal du ventricule ou, oui, ou également c'est la systole auriculaire ou la contraction des oreillettes. Voilà ici. Ici, c'est la diastole avec ces quatre phases. La diastole ventriculaire. Ici, c'est la relaxation, la phase de relaxation isovolumétrique. Il y a ici, c'est le remplissage, il y a le remplissage lent, rapide et finalement, c'est atrial systole ou la systole auriculaire ou le remplissage actif ou terminal du ventricule. Dans ce cas-là, il y a une diminution pendant cette phase, il va y avoir une diminution de la pression de VG jusqu'à devenir inférieure à la pression au niveau de la pression, pardon, au niveau de l'oreillette gauche. Dans ce cas-là, il va y avoir ouverture de la mitrale. Ouverture de la mitrale. Donc, il va annoncer ou il va y avoir il va y avoir donc le début de remplissage du ventricule, c'est-à-dire il va y avoir un passage de sang des oreillettes vers les ventricules. Voilà ici. Donc, il va y avoir un remplissage rapide, lent et finalement, il va y avoir la contraction des oreillettes qui va terminer donc le remplissage. Alors, concernant la question, avant de continuer le cycle cardiaque au niveau du corps droit. Donc, je vais répondre à la question de PQRST. Puis, normalement, elle correspond à la dipolarisation, normalement. C'est alors la dipolarisation, repolarisation et dépolarisation. Alors, pardon.
Ici, pour le complexe P, QRS, T. Normalement, P correspond à la dépolarisation des oreillettes. Le QRS, le QRS, c'est la dépolarisation du ventricule. T correspond à la repolarisation du ventricule. C'est ça. Et pour la repolarisation, normalement, des oreillettes, elle est masquée par le complexe QRST. Elle n'est pas visible sur l'électrocardiogramme. C'est ça la réponse concernant correspond à quoi le PQRST. L'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes. Le complexe QRS correspond à la dépolarisation du ventricule et T correspond à la repolarisation des ventricules. C'est ça. Normalement, et pour la dépolarisation des oreillettes, comme elle n'est pas visible sur l'électrocardiogramme, elle est masquée par le complexe QRS. Donc, on va terminer avec le cycle cardiaque au niveau du cœur gauche. Voilà ici, dans ce schéma-là, c'est l'électrocardiogramme. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Si vous avez des questions, posez sans problème. Alors, pour le schéma ici de l'activité cardiaque, ça, c'est concernant les cavités droites, les cavités gauches. Ici, c'est correspond les différentes ou les variations de pression de volume au niveau des cavités droites. Ici, c'est l'électrocardiogramme. Ici, ce sont les bruits. C'est le résultat d'un phonocardiographe. Ici, c'est les variations de pression au niveau des cavités gauche, au niveau du ventricule gauche, ici au niveau de l'aorte. Ici, c'est la variation de pression au niveau du ventricule droit. Voilà ici. Et au niveau de l'artère pulmonaire. Ici, c'est la variation de volume au niveau du ventricule gauche. Ici, au niveau du ventricule droit. Ici, on voit la différence. Ils ont presque la même allure. La différence ici, c'est au niveau des pressions, qui est très importante au niveau du ventricule gauche par rapport au ventricule droit. Voilà ici, schéma qui montre les variations de pression au niveau des cavités gauche et au niveau des cavités droites. D'accord? Ici, donc, c'est l'allure de la courbe de variation de pression est le même pour les deux pompes, donc droite et les pompes droite et gauche. Donc, c'est logique vu que les deux pompes droite et gauche travaillent pratiquement en même temps et de la même manière. Donc, la différence ici, il est surtout à variation de pression. La pression dans les cavités gauches est nettement supérieure à celle des cavités droites. Ça, il est dû pourquoi? Parce que on a vu déjà que la paroi au niveau du ventricule gauche, il est très important. Voilà ici, c'est une coupe qui montre la paroi ou l'épaisseur de la paroi au niveau du ventricule gauche par rapport ici à la paroi au niveau du ventricule droit. Donc, la paroi ici, l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche, il est très important. Il est à peu près, je pense que 3 fois plus que l'épaisseur de ventricule droit. Et pourquoi ici, la pression au niveau des cavités gauche, elle est supérieure à la pression au niveau du ventricule droit. Pourquoi? Puisque tout simplement, le ventricule droit, donc le ventricule gauche nécessite une grande pression pour éjecter le sang le sang du ventricule gauche vers l'aorte et de l'aorte vers la grande circulation. Donc, il nécessite une pression importante. D'accord? Par contre, au niveau du côté droit,
au niveau de la pompe droite, elle ne nécessite pas une grande pression pour éjecter le sang vers la petite circulation. Donc, du ventricule droit vers l'artère pulmonaire, de l'artère pulmonaire vers la petite circulation. C'est ça la cause pourquoi la pression au niveau des cavités gauches, elle est supérieure à la pression au niveau des cavités droites. Puisqu'au niveau gauche, le ventricule gauche nécessite une grande pression pour éjecter le sang vers la grande circulation et le ventricule droit ne nécessite pas une grande pression pour éjecter le sang vers la petite circulation. Finalement, il y a le débit cardiaque. Donc, on a vu l'anatomie fonctionnelle du cœur. On a parlé des phénomènes électriques du cœur, les phénomènes mécaniques, c'est le cycle cardiaque. Et finalement, c'est le débit cardiaque. Dans le débit cardiaque, on va parler d'une introduction, définition, c'est quoi le débit cardiaque, les différentes valeurs du débit cardiaque. Finalement, quatrièmement, c'est la régulation du débit cardiaque. On va parler de rôle et régulation de la fréquence cardiaque et une régulation de volume d'éjection systolique. Et finalement, on va voir quelques variations physiologiques de débit cardiaque. Donc, la principale fonction du cœur est de fournir une quantité suffisante du sang oxygéné pour satisfaire les besoins métaboliques variables de l'organisme, ce qui impose une adaptation instantanée qui obéit à une régulation harmonieuse du système cardiovasculaire d'une part et de l'activité métabolique d'autre part. Par définition, c'est quoi le débit cardiaque? C'est le volume de sang éjecté par chaque ventricule par unité de temps. C'est-à-dire, c'est le volume de sang éjecté par le ventricule droit ou le ventricule gauche par unité de temps. C'est ça le débit cardiaque. C'est le volume de sang éjecté par le ventricule droit ou le ventricule gauche par unité de temps. Il est exprimé en litres par minute. Donc, le débit cardiaque est le produit de la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique, c'est quoi? C'est le volume télédiastolique moins le volume télésystolique. Volume télé, c'est-à-dire à la fin. Le volume à la fin de la diastole. Volume télédiastolique, c'est-à-dire le volume télédiastolique, c'est-à-dire à la fin de la diastole, moins le volume de ventricule à la fin de la systole, télésystolique. On va voir les différentes définitions. La fréquence cardiaque, c'est quoi? La fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements cardiaques par minute. C'est ça. C'est le nombre de contractions ventriculaires par seconde. Elle est exprimée en battements par minute. La moyenne, elle est de 60 à 70 battements par minute. Le volume d'éjection systolique, c'est quoi? C'est le volume de sang éjecté du cœur par les ventricules à chaque contraction. Le volume télédiastolique, c'est le volume du sang contenu dans le ventricule juste avant la systole ou télédiastole, c'est-à-dire à la fin de la diastole. Il est également appelé le volume précharge. C'est le volume du sang contenu dans le ventricule à la fin de la diastole. C'est ça. Télédiastolique, c'est à la fin de la diastole. C'est le volume de sang contenu dans le ventricule à la fin de la diastole. Donc, juste avant la systole, c'est le volume précharge. Le volume télésystolique, c'est le volume du sang contenu dans les ventricules à la fin de chaque systole. Donc, à la fin de chaque systole, également appelé le volume post-charge. Donc, le VTD, c'est le volume à la fin de la diastole, le volume précharge, télésystolique à la fin de la systole, le volume post-charge. Donc, le ventricule droit et le ventricule gauche ont le même débit.
D'accord? Donc, le débit cardiaque de ventricule droit égale au débit cardiaque de ventricule gauche. Et en état stationnaire aussi, le débit cardiaque il est égal au retour veineux. RV, c'est le retour veineux. Les valeurs du débit cardiaque, en état stable, le débit cardiaque il est de 5,5 plus ou moins 1 litre par minute. C'est-à-dire il est entre 4,5 à 6,5. C'est ça. Donc, il est de 5,5 plus ou moins 1 litre et demi. Il est variable d'un individu à un autre car le débit cardiaque elle dépend du poids et de la taille. Donc, on peut l'exprimer par rapport à la surface corporelle. On appelle ça l'index cardiaque. L'index cardiaque, c'est quoi? C'est le débit cardiaque sur la surface cardiaque. Donc, l'index cardiaque, la valeur normale de l'index cardiaque, c'est 3,3 plus ou moins 0,3 litres par minute par mètre carré de surface corporelle. C'est-à-dire, il est entre 3 à 3,6 litres par minute par mètre carré de surface corporelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la réserve cardiaque. C'est quoi la réserve cardiaque? La réserve cardiaque, c'est la différence pour un individu donné entre le débit cardiaque au repos et son débit cardiaque maximum. C'est-à-dire le débit cardiaque maximum, c'est-à-dire à l'effort. À l'effort. À l'effort, lorsqu'on fait un effort physique ou exercice d'un exercice intense, etc., un effort intense. Donc, dans ce cas-là, c'est le débit cardiaque max, moins le débit cardiaque de repos. C'est ça la réserve cardiaque. C'est la différence entre le débit cardiaque maximum à l'effort, moins le débit cardiaque de repos. Donc, ici, savez-vous que au repos, le débit cardiaque est de l'ordre de 5,5 litres par minute. Chez le triathlète, il augmente jusqu'à 30 litres par minute. Donc ici, c'est la réserve cardiaque qui est impressionnante. Elle est de 25 litres. Elle est quand même très, très, très important. Donc, un cœur en forme a un volume systolique élevé, nécessite moins de battements par minute pour pomper la même quantité de sang qu'un cœur en mauvaise condition. C'est-à-dire ici, chez les sportifs, généralement, on trouve des battements cardiaques ou la fréquence cardiaque, elle est inférieure. Elle n'est pas vraiment élevée. Elle est normale. Donc, pourquoi ici? Puisque le volume d'éjection systolique il est très important chez les sportifs. La régulation du débit cardiaque. Pour la régulation du débit cardiaque, on a dit que le débit cardiaque, c'est le produit de la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique, on l'a dit, c'est le volume diastolique moins le volume systolique. Donc, pour les déterminants du débit cardiaque, les déterminants du débit cardiaque sont, les principaux déterminants, ce sont la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique dépend de trois déterminants aussi qui sont la précharge, la post-charge et la contractilité cardiaque. On commence par la fréquence cardiaque. Donc, les déterminants de la fréquence cardiaque, il y a le système nerveux, le contrôle nerveux, le système nerveux autonome. Pour l'autonomie sympathique, c'est un accélérateur, c'est-à-dire il augmente la fréquence cardiaque. L'autonomie parasympathique, c'est un modérateur. Modérateur où il diminue la fréquence cardiaque et il est prédominant à l'état basal. Donc, à l'état basal, il y a une prédominance de tonus parasympathique. Donc, pour la boucle de la régulation de la fréquence cardiaque, il y a des récepteurs qui sont les barorécepteurs, les chémorécepteurs ou les métaborécepteurs. Du centre
sont corticaux ou sous-cortico-bulbaires ou médulaires et l'action elle est faite sur les centres nodaux cardiaques. Ça, c'est boucle de la régulation. Donc, pour le contrôle humoral, il y a les catécholamines circulantes, de l'adrénaline, noradrénaline, ce sont des accélératrices, c'est-à-dire elles vont augmenter la fréquence cardiaque. Et il y a les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, normalement, elles augmentent la fréquence cardiaque. Voilà, pour le rôle de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, elle est déterminée, on a dit, par le nœud sinusal. Celui-ci est innervé par le système nerveux sympathique, qui est un cardioaccélérateur. Le neuromédiateur, c'est la noradrénaline. Donc, le système nerveux parasympathique, c'est un cardiomodérateur. Donc, le neuromédiateur, c'est l'acétylcholine. Et on a dit que le parasympathique exerce un frein permanent du rythme cardiaque. Voilà ici ce schéma. Donc, en abscisse, c'est la fréquence cardiaque. Et ici, c'est le système nerveux sympathique et parasympathique. On a dit que le sympathique, il augmente, c'est un accélérateur, donc il va augmenter la pression, la fréquence cardiaque, alors que le parasympathique, c'est un freinateur, donc il va diminuer la pression ou la fréquence cardiaque. Pour l'importance de la fréquence cardiaque, donc ici, l'augmentation de la fréquence cardiaque dans des limites physiologiques ne s'accompagne d'une augmentation du débit cardiaque que si le volume d'éjection systolique reste constant ou a fortiori augmenté. Pourquoi ici? Donc, on a dit que le débit cardiaque, il dépend de deux déterminants qui sont la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique. Donc, ici, l'augmentation isolée de la fréquence cardiaque, ça ne veut pas dire que qu'il y a l'augmentation l'augmentation de la fréquence cardiaque entraîne l'augmentation du débit cardiaque, puisque le débit cardiaque, il dépend de la fréquence cardiaque et il dépend aussi du volume d'éjection systolique. D'accord? Donc, cette condition, c'est-à-dire l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'entraîne l'augmentation du débit cardiaque, elle n'y remplit que si l'augmentation de cette fréquence cardiaque s'associe soit à une augmentation de la contractilité, soit une diminution de la post-charge et une augmentation de la pré-charge. Donc, qui sont bien sûr des déterminants de volume d'éjection systolique. Donc, ici, l'augmentation de la fréquence cardiaque doit s'associer à une augmentation du volume d'éjection systolique. Et l'augmentation du volume d'éjection systolique, elle est faite par une augmentation de la contractilité ou une diminution de la post-charge ou une augmentation de la précharge. Donc, l'augmentation isolée de la fréquence cardiaque ne détermine aucune augmentation du débit cardiaque. Le déterminant de volume d'éjection systolique, on a dit qu'il dépend de la précharge, post-charge et de la contractilité. On commence par la précharge. La précharge, par définition, il existe plusieurs définitions de précharge. On a dit déjà, précharge, c'est le volume télédiastolique ou également pression télédiastolique ou troisième définition, c'est la longueur de la fibre myocardique avant sa contraction, donc selon la loi de Starling. Donc, il n'y a pas de consensus sur cette définition. Donc, selon la loi fondamentale du cœur de Frank Starling, qui montre la propriété intrinsèque du cœur, plus une grande longueur des fibres, il entraîne une plus forte contraction, ce qui entraîne un volume systolique qui est très important. Donc, plus la fibre est plus grande,
Donc, il va y avoir une plus forte contraction. Donc, il y a un grand volume d'éjection systolique. Ça, selon la loi de Frank-Tardy. Donc, cette précharge, elle dépend de deux facteurs. Il y a le facteur extracardiaque qui dépend du retour veineux et il y a le facteur cardiaque qui est la systole auriculaire. La systole auriculaire ou la contraction auriculaire. On commence par des facteurs extracardiaques et le retour veineux, qui dépend aussi il dépend de la masse sanguine, de sa répartition entre le secteur intrathoracique, c'est-à-dire le secteur central, et le secteur extrathoracique, c'est-à-dire la périphérie. Par exemple, lorsqu'il y a une augmentation de la masse sanguine, par exemple, lors d'une transfusion sanguine, il va y avoir une augmentation de la masse sanguine. Dans ce cas-là, il va y avoir une augmentation du débit cardiaque. Lorsqu'il y a une diminution de la masse sanguine, par exemple, il y a par exemple sueur important ou une diarrhée, donc dans ce cas-là, il va y avoir une diminution de la masse sanguine. Dans ce cas-là, il va y avoir une diminution du débit cardiaque. Il y a aussi le schéma de Guetton. On a dit en état stationnaire, le débit cardiaque il est égal au retour veineux. Donc, ce schéma-là, il va montrer l'ajustement entre le retour veineux et le débit cardiaque. Le retour veineux, c'est le delta P sur la résistance au retour veineux. Le delta P, c'est la pression à la fin du système, moins la pression au début du système. Donc, ici, la fin du système, c'est la pression périphérique ou systémique d'amont de la circulation veineuse. Et au début du système, c'est la pression auriculaire droite, la pression au niveau de l'oreillette droite. La résistance au retour veineux, donc l'interaction entre la circulation périphérique et la pompe cardiaque peut être décrite simultanément par les courbes de retour veineux et de débit cardiaque par l'intermédiaire de la pression de l'oreillette droite. Voilà ici le schéma de Guetton qui montre l'ajustement de retour veineux et du débit cardiaque. Ici, en abscisse, c'est la pression au niveau de l'oreillette droite en millimètres de mercure. Et ici, avec l'augmentation de la pression de l'oreillette droite, on va voir ici en jaune, c'est le débit cardiaque et ici en blanc, c'est le retour veineux. Donc, avec l'augmentation de la pression de l'oreillette droite, il va y avoir une augmentation de débit cardiaque et une diminution du retour veineux jusqu'à l'annulation à une pression de l'oreillette droite de l'ordre de 7 mm de mercure. Pour le point A, elle correspond au fonctionnement normal, c'est également appelé le point d'équilibre entre le débit cardiaque et le retour veineux. Deuxième, on a dit que la précharge, elle dépend du facteur cardiaque et extracardiaque. Donc, cardiaque ou extracardiaque, on a parlé de retour veineux. Donc, cardiaque, c'est la systole auriculaire. Donc, la systole auriculaire qui correspond, on a vu ça dans le cycle, donc correspond à la phase de remplissage terminal des ventricules. Elle est responsable d'une augmentation de volume diastolique de 20%. Donc, s'il n'y a pas cette phase, s'il n'y a pas d'assistole auriculaire ou la contraction auriculaire, donc dans ce cas-là, il va y avoir une diminution du débit cardiaque de 20 à 30%. Pour la précharge, plus la précharge elle augmente, plus le débit cardiaque augmente.
Donc, ils varient dans le même sens. Alors, je vais accélérer un peu. Donc, pour la post-charge, donc c'est l'ensemble des résistances qui doivent vaincre le ventricule gauche au moment de l'éjection. Donc, à l'éjection, le ventricule droit doit vaincre les forces d'inertie de l'accélération de la masse sanguine, des forces capacitives, la distensibilité des parois aortiques et des forces résistives, la viscosité sanguine et la vasomotricité artériolaire. Il existe une relation inverse au débit, relation inverse entre post-charge de VES et le débit cardiaque. Pour la contractilité et le notropisme, elle varie dans le même sens que le VES, le volume d'éjection systolique et le débit cardiaque. Cette stimulation inotrope, elle augmente la vitesse d'ascension de la pression pendant la contraction, la phase de contraction isovolumétrique dans le cycle cardiaque, et il augmente aussi la vitesse d'éjection de ventricule gauche dans l'aorte, ainsi qu'elle entraîne le raccourcissement de la durée de la systole. Pour les variations physiologiques du débit cardiaque, le débit cardiaque il est augmenté par la digestion, la chaleur, donc il va y avoir une venodilatation, il va y avoir une augmentation donc du débit cardiaque dans le but d'éliminer cette chaleur ou l'augmentation de la température. Pendant la grossesse, entre deuxième et sixième mois, l'altitude, pendant l'altitude, il va y avoir une augmentation du débit cardiaque puisqu'il y a une augmentation de la pression barométrique, il va y avoir une hypoxie. Donc, pour compenser donc, la polyglobulie, il va y avoir une augmentation du débit. Il y a l'exercice musculaire, une augmentation de la consommation en oxygène. Il y a l'anxiété, donc par les catécholamines, adrénaline, noradrénaline vont augmenter le débit cardiaque. Donc, le débit cardiaque est diminué par le passage au orthostatisme, donc ici par diminution de retour veineux, et avec l'âge à partir de l'adolescence. Est-ce que vous avez des questions concernant le débit cardiaque? J'attends vos questions, s'il vous plaît. Normalement, le cours est terminé. Merci. Oui, il y a une question. Alors, il n'y a pas de quoi.